La République démocratique du Congo sollicite l'accompagnement de la communauté internationale dans la recherche de solutions à toute problématique sécuritaire qui se pose en République démocratique du Congo. Voilà ce qui ressort de la rencontre entre le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba avec une délégation de la représentation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Et puis, tension sociale en Ouganda, l'exploitation pétrolière menace le site sacré. Les entreprises pétrolières ougandaises ne reconnaissent pas ces sites ni le rôle de gardien spirituel. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, le réel honneur de recevoir un invité. Il s'agit bien d'un acteur politique. Il est porte-parole du parti politique En Vol, parti cher au député national d'Élysée Sanga, mais aussi candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit bien de Rodrigue Ramazani, que je salue. Bonsoir. Bonsoir Jojo. Très heureux de vous avoir sur ces plateaux de Géopolis TV. Le plaisir est partagé. Je vous reviens, le temps d'évacuer quelques éléments. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était au cœur des échanges que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a eu avec une délégation de l'Organisation des Nations Unies, conduite par Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Il a donc réitéré l'accompagnement de la communauté internationale dans la recherche de solutions à toute problématique sécuritaire qui se pose en République démocratique du Congo. Suivez. C'était premièrement une visite de courtoisie, parce que je n'avais pas encore eu l'occasion de le rencontrer depuis sa nomination. Et puis nous avons échangé sur un certain nombre de sujets pour lesquels nous avons des collaborations en cours, notamment toute la question de la réforme du secteur de la sécurité, pour lequel la MONUSCO et les Nations Unies sont impliquées, donc avec le ministère de la Défense, avec les FARDC, avec le ministère de l'Intérieur, la police nationale, de nombreuses institutions nationales pour ce qu'on appelle la gouvernance du secteur de la sécurité. Donc ça c'est un dossier avec lequel on travaille beaucoup avec son Excellence le VPM. Ensuite on a parlé de la question du PDDRCS, de la démobilisation, réintégration communautaire des combattants, pour lequel il y a aussi une collaboration avec le ministère de la Défense et bien sûr avec la coordination nationale du PDDRCS. Donc j'étais là avec mes collègues qui suivent ces différents dossiers. On a parlé de la situation humanitaire à l'Est et la question de la protection des civils. Du fait de la résurgence de certains conflits, il y a eu une très nette détérioration de la situation humanitaire et puis il y a certaines contraintes pour l'action humanitaire, pour apporter secours à toutes ces personnes qui ont été déplacées, notamment autour de Goma. Donc on a parlé de ça, y compris de la question très importante de l'augmentation des violences sexuelles liées au conflit. Donc c'est aussi un domaine dans lequel il y a des échanges avec le ministère de la Défense, les FARDC. Et puis on a aussi parlé de la question de l'extrémisme violent, notamment la question des ADF pour lequel la MONUSCO, les Nations Unies, travaillent avec les institutions de la RDC pour apporter des solutions à ces questions de contre-terrorisme. Les Nations Unies, à travers leurs différentes composantes, les Nations Unies c'est une grande famille, donc il y a le mandat de la MONUSCO qui est bien connu. Et puis il y a aussi tout le mandat des agences, fonds et programmes, ce qu'on appelle les agences, fonds et programmes des Nations Unies, qui sont très impliquées en termes de stabilisation, en termes d'appui au service de l'État, y compris dans les provinces de l'Est. Et puis il y a tout le volet humanitaire qui concerne les partenaires des Nations Unies et au-delà des Nations Unies. Donc c'est tout, on appuie à cette stabilisation de l'Est et restauration de la paix dans l'Est sous ces différents angles. Voilà, une brève dans ce journal, toujours dans les domaines sécuritaires et humanitaires. L'Union européenne a lancé le mardi 22 août 2023 un nouveau pont aérien vers Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour renforcer l'intervention humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo.
avec la détérioration de la situation humanitaire, dans l'est de la RDC, l'Union européenne a lancé un nouveau pont aérien humanitaire pour soutenir le renforcement de l'aide humanitaire dans la région. Pour ce faire, elle livrera 180 tonnes de fournitures médicales et sanitaires à transporter par 2 partenaires humanitaires sur terrain. 2 premiers avions ont atterri hier à l'aéroport international de Goma. 8 autres avions vont atterrir dans la ville martyre d'ici fin août en marge de la célébration de la Journée internationale de l'aide humanitaire. Occasion pour l'Union européenne de rappeler que même en temps de guerre, l'aide humanitaire doit parvenir à ceux qui en ont besoin, sans délai ni entrave. Maître Rodrigue Ramazani, je reviens vers vous. Nous venons de suivre Bruno Le Marquis, représentant du secrétaire général des Nations Unies européennes démocratiques du Congo, qui venait de rencontrer le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba. Il a été question d'aborder l'accompagnement de la communauté internationale dans la recherche d'une solution en ce qui concerne la situation sécuritaire en RDC. Vous êtes du parti Ensemble. Quelle est votre position par rapport à la recherche de la situation sécuritaire, des solutions en ce qui concerne la situation sécuritaire? Je suis du parti Envol et non du parti Ensemble. Veuillez m'excuser-moi. Et non du parti Ensemble. Et d'abord, d'entrée de jeu, il faut dire que la communauté internationale accompagne toujours le Congo dans les différentes crises sécuritaires que nous avions connues. Je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous tenons à saluer cet accompagnement parce que notre population en a besoin. Mais notre questionnement, c'est manque de sérénité du point de vue de la conduite de politique sécuritaire en République démocratique du Congo. À un moment donné, le gouvernement parle du retrait du mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Ils insistaient même jusqu'à diaboliser cette mission des Nations Unies en République démocratique du Congo à travers, vous vous souviendrez, un discours assez irresponsable du président du Sénat au Nord Kivu, où il avait carrément attisé le feu, où notre population était obligée de s'attaquer aux casques bleus. Et aujourd'hui, nous constatons encore dans cette politique conduite à tâtons du pouvoir actuel que le pouvoir tend encore la main pour demander l'accompagnement des Nations Unies sur la situation sécuritaire du pays. Le problème, ce n'est pas de demander l'accompagnement. Le problème pour notre gouvernement, c'est de savoir exactement ce qu'il faut pour notre sécurité. Qu'est-ce qu'il faut pour retrouver la paix? Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Ce qu'il faut aujourd'hui, il faut arriver à construire une armée disciplinée et professionnelle, reformer notre système de sécurité, police et les services d'intelligence, mais de l'autre côté, reconstruire la colonne vertébrale de notre État qui est l'administration. Comment pensez-vous faire la sécurité des Congolais si vous n'avez pas une administration efficace? Aujourd'hui, l'administration est dépiécée, raison pour laquelle nous, dans le cadre de la refondation du Congo, nous disons qu'il faut reformer l'administration, reformer nos services de sécurité, mais surtout réformer la justice de notre pays pour enfin retrouver la paix. J'ai suivi ici M. Bruno, représentant du secrétaire général des Nations Unies, qui parle de la résurgence de certains conflits communautaires. Ces conflits communautaires ressurgissent simplement parce qu'il n'y a pas une justice juste et équitable qui peuvent rassurer nos compatriotes afin d'éviter ces différentes querelles qui existent dans la plupart des cas, dans des conflits fonciers, dans des conflits de terre, dans des conflits des espaces. Tant que cela ne sera pas résolu, on peut beau aller quémander la paix ne se quémande pas. La paix doit se conquérir. Ça fait des années que nous quémandons la paix. Aujourd'hui, il est temps de penser à autre chose. L'Envol se propose comme une alternative à travers ces projets ambitieux portés par les candidats président de la République, Delis Sassanga, qui est la refondation du Congo. Nous nous proposons comme une alternative à la carence de cette gouvernance. Nous les savons très bien ce qu'il faut faire pour ramener la paix et nous avons comme l'impression que ceux qui sont au pouvoir ne savent pas exactement ce qu'il faut faire pour donner la sécurité et la paix à notre peuple. Vous dites qu'il faut réformer l'armée, il faut équiper l'armée.
vous pensez que cela n'est pas fait avec l'actuel gouvernement? Il y a eu des changements au niveau même de la chambre de commandement. Il y a de formations, de nouvelles recrues. Il y a aussi également, on est en train de équiper aussi l'armée avec certaines armes. Il y a une forme de confusion qui règne dans cette affaire de réforme de l'armée et réforme de notre administration. La réforme touche la structure en fait. La structure de l'armée, parce qu'aujourd'hui notre armée est organisée en zone de défense et en secteur opérationnel. Nous devons nous remettre en cause pour nous poser la question, est-ce que cette structuration de notre armée a-t-elle donné suffisamment de résultats? Après la toute dernière réforme avec les FARDC, avions-nous atteint les objectifs de la réforme? Deuxième aspect, il faudrait connaître, scripter notre armée pour savoir quels sont les problèmes. Notre armée a des problèmes à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un problème fonctionnel. Le deuxième niveau, c'est un problème structurel. Du point de vue fonctionnel, vous avez appris avec moi, pour tous ceux qui suivent des questions de politique sécuritaire de notre pays, qu'il y a une forme de chevauchement dans la chaîne des commandements. On ne sait pas qui commande les opérations sur terrain. Les ordres viennent de la maison militaire du chef de l'État, du chef de l'État-major, du commandant de la zone militaire, du commandant de secteur opérationnel, le gouverneur militaire qui est placé dans le cadre de l'état de siège. Le gouverneur militaire n'est pas informé de ce qui s'est fait sur terrain. Il y a une forme de cacophonie terrible. Il ne suffit pas alors dans ce cas équiper l'armée, former les militaires, les envoyer encore, parce qu'on parle formation, comment on forme nos jeunes frères qui y vont sans équipement adéquat? De quelle manière? Est-ce que de cette manière nous arriverons à former une armée disciplinée et professionnelle? J'insiste, mais tout porte à croire aujourd'hui, nos amis font de la politique dans tout, ils veulent préparer la campagne électorale dans tout, or nous parlons de l'avenir et de la sécurité de plus de 100 millions de Congolais. Ok, merci Maître Ramazani, je vous reviens, le temps de poursuivre aussi avec d'autres éléments. Moins d'une semaine après que le gouvernement ait chargé le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité d'accélérer les travaux d'études relatives à la création d'une brigade anti-incendie pour renforcer les capacités d'intervention et de secours d'urgence aux victimes des incendies. Le député national Ados Ndombassi est allé voir Maître Peter Kazadi avec une proposition qui va dans le même sens, à savoir la création d'un corps de sapeurs-pompiers pour faire face aux incendies devenus récurrents à Kinshasa. Je vous propose de suivre les députés qui expliquent sa motivation. En tant que député national de la République démocratique du Congo, nous avons élaboré une proposition de loi que nous avions déposée à une certaine époque au niveau de l'Assemblée nationale, mais la matière relève de la compétence de l'exécutif et c'est sur le conseil du bureau d'études de l'Assemblée nationale que nous sommes venus déposer ce projet pour réglementer le corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Vous allez remarquer que chaque jour en RDC, il y a des incendies qui se déclarent par-ci par-là. Mais malheureusement, le corps des sapeurs-pompiers n'est pas organisé en République démocratique du Congo. Il est inacceptable d'avoir une ville comme Kinshasa qui n'a que 9 camions anti-incendie et 5 camions sont en panne. Et tous les 4 camions anti-incendie se retrouvent à la Goumbé. Mais alors, quand un incendie se déclare au niveau de Massina ou au niveau de Malueka, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces embouteillages? Donc, par ce projet de réglementation, nous disons clairement qu'il faudra aujourd'hui initier une école des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo et voir comment installer des antennes de sapeurs-pompiers dans toutes les communes de Kinshasa, mais aussi dans tous les territoires. Voilà un petit peu le pourquoi de notre présence ici, chez le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Je pense qu'il a énormément apprécié et il nous a mis en contact avec ses conseillers, son Dirkaba, qui prendra contact avec nous et on va essayer d'évoluer. Pourquoi pas aider à ce qu'il y ait un décret demain et certains arrêtés qui pourront réglementer bien sûr le corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Vous avez appris hier qu'il y a eu un incendie au niveau de Limete et un autre au niveau de Matadi-Kibala et plusieurs personnes qui décèdent. Il y a un sénateur qui est décédé il n'y a pas très longtemps suite à un incendie au niveau de Limete. Donc je pense que ce travail que nous allons faire avec
peut-être que le vice-premier ministre de l'Intérieur pourra bien sûr sauver des vies. Et vous devez savoir que les sapeurs-pompiers ont un rôle très important, pas seulement pour les incendies, mais en cas d'éboulement, en cas de tremblement de terre, en cas de glissement de terrain, en cas de guerre aussi. Les sapeurs-pompiers sont là bien sûr pour aider et soulager les peines des populations. Autre sujet, à présent, la Cour de compte demande à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de sanctionner le gouverneur Jean-Tini Ngobila pour faute de gestion. Il est reproché au gouverneur le fait de n'avoir pas déposé le projet d'édit portant reddition des comptes. La Cour de compte demande donc à l'Assemblée provinciale d'appliquer des sanctions à l'égard du gouvernement provincial ou ses membres responsables du retard ainsi constaté. Et puis, renforcer encore plus les mesures de sécurité de la mine d'uranium de Chikolobwe interdit d'exploitation par le gouvernement central. C'est l'objectif de la mission effectuée sur ces sites par le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué, accompagné du Conseil provincial de sécurité. Ce lundi, sur place, le gouverneur s'est rendu compte de dispositions sécuritaires en cours et a dit continuer à mettre en œuvre la décision du groupement central en renforçant les dispositifs sécuritaires. Fiston Aleko. À son arrivée à Likassi, le chef de l'exécutif provincial Jacques Kabula Katoué est accueilli par le conseil urbain de sécurité, conduit par le maire adjoint Jean Muzinga Mushinzi, puis s'ensuivant les honneurs militaires à un bain de foule. Après quelques minutes de mise au point avec l'autorité urbaine, Jacques Kabula Katoué et sa suite ont pris la direction de Chinkolobwe à plus ou moins 30 km de Likassi. Objectif, se rendre compte de la sécurisation des 7 mines d'uranium hautement radioactif. Une tournée sur les sites de Chinkolobwe s'est déroulée sous la conduite des membres du commissariat général à l'énergie atomique et les agents de la GECAMINE, propriétaires de cette mine uranifère. Le chef de l'exécutif provincial et les membres du conseil provincial de sécurité ont eu une idée claire sur la prise en compte des mesures de sécurisation de cette zone interdite d'exploitation par le gouvernement central. Explication donnée par le chef d'antenne Robert Luamba Ilonda. On a fait des tranchées et nous avons laissé cette entrée pour pouvoir accéder à la zone interdite. Donc la seule entrée autorisée, c'est celle-ci. Donc s'il y a d'autres, tout autour, c'est des tranchées. Alors on s'est dit, avant de continuer pour aller pour voir les différentes bornes, on vous montre d'abord que le travail qui avait été fait avait laissé une entrée. L'entrée officielle, lorsqu'il y a un enfouissement et que vous autorisez qu'on y entre, c'est par là qu'on y accède. Sur place, le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué a émis les vœux de renforcer encore plus les mesures sécuritaires sur toute la zone interdite de Chinkolobwe qui s'étend sur 6 carrés miniers, l'équivalent des 60 hectares. Donc nous, en tant que gouvernement provincial, nous veillons à la sécurité de ces sites. Et donc, nous voudrions nous rassurer que rien ne sort sur les sites de Chinkolobwe. Effectivement, rien ne sort. Vous avez vu avec nous. Et donc, toutes les mesures de sécurité sont là, sont réunies. Et nous sommes en train de voir aussi encore comment parfaire avec la nouvelle technologie afin que nous puissions surveiller ce site à distance. De retour à Likassi, le gouverneur de province a présidé une réunion du Conseil de sécurité à laquelle ont pris part les membres du Conseil provincial de sécurité et ceux de la ville de Likassi. Rendons-nous à présent en Ituri où un conflit de terre entre les populations de village Nyaka et Adrova est observé dans le territoire d'Ao. Ces conflits a causé déjà plusieurs morts, dont 5 civils et 2 policiers. 2 maisons ont été aussi incendiées. Face à cette situation, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachama, invite les autorités locales et coutumières d'éviter toutes sortes de manipulations. Il a également promis de renforcer les dispositifs sécuritaires pour faire échec aux ennemis de la paix. Suivez le porte-parole de FRTC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce mardi que les conflits s'est dégénéré où l'une des parties en conflit, voulant se faire justice, a fait appel aux hommes armés identifiés à la milice Zaïre. Ces miliciens, dissimulés dans la population pendant les échauffourées, ont tué à bout portant et tué 7 personnes, dont 5 civils innocents et 2 policiers,
leurs armes emportées par ces inciviques. Devant ces conflits, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshama Johnny, attire l'attention des communautés locales et le chef coutumier de privilégier la résolution des conflits de manière pacifique, d'éviter toute forme de manipulation, refuser de s'allier avec les ennemis de la paix, ceci dans l'objectif de préserver la tranquillité et la cohésion sociale entre le peuple Lugbara ainsi que les acquis de l'état de siège en Ituri en général et en particulier le territoire d'Aru, réputé pour sa paix légendaire. Pour ce faire et contrecarrer toute velléité de déstabilisation du territoire d'Aru par leurs intrigues et leurs alliés déjà identifiés, le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kanshama Johnny, ordonne au service de défense et de sécurité de renforcer les dispositifs sécuritaires et le rendre plus robuste en vue de faire échec à leur plan machiavélique contre la province de l'Ituri et son peuple. Par ailleurs, le gouverneur militaire appelle la justice de diligenter les enquêtes dans l'immédiat contre les auteurs et co-auteurs de ces tueries. Tenez que, à l'instar, la situation sécuritaire dans les zones de conflit est maîtrisée par les forces de défense et de sécurité de la RDC. Maître Rodrigue Ramazani, je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Envol, parti cher à l'honorable député national Délice Sanga, qui est aussi candidat à l'élection présidentielle. Je reviens vers vous. Nous venons là de suivre le porte-parole de FRDC en Ituri qui annonce qu'il s'est observé un conflit des terres dans les territoires d'Aru en Ituri et face à cette situation, le lieutenant-général Johnny Luboya a appelé à les autorités coutumières d'éviter toutes sortes de manipulations. Donc, il se pose dans cette contrée, dans cette partie du pays, une forme de manipulation qui est au niveau interne, mais aussi externe. Mais vous, en tant qu'acteur politique, comment mettre fin à cette situation ? Il s'observe là l'absence de l'autorité de l'État, parce que je crois que même avec le tout premier élément que vous avez diffusé ici dans cette édition de journal, le représentant du secrétaire général des Nations Unies a rappelé qu'il y avait résurgence de conflits, des conflits communautaires qui sont essentiellement des conflits de terre, donc des conflits fonciers. La présence de l'État se sent de plus en plus faible aux côtés de nos populations, dans la mesure où l'État a perdu sa force régalienne en vue de sécuriser le peuple et que le peuple se reconnaisse à l'État. Et aujourd'hui, le peuple est dans une posture d'autodéfense. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de démontrer aux Congolais que l'État est capable de le sécuriser, qu'ils peuvent faire confiance en leur justice, qu'ils peuvent faire confiance à nos services de sécurité. C'est autour de ce travail qu'il faut articuler. Parce que moi je m'étonne que ce gouvernement continue à évoluer à tâtons dans les domaines sécuritaires. Vous vous souviendrez que le Parlement congolais a donné quand même à ces gouvernements, c'est légendaire, c'est historique, 1 milliard de dollars pour sécuriser les Congolais. Mais pour ce 1 milliard de dollars donné au gouvernement en vue de sécuriser les Congolais, quelles sont les options levées par le gouvernement? Ils ont levé les options d'appeler des mercenaires, ils ont levé les options politiques inadaptées à appeler l'EAC pour venir mettre en place des zones tampons alors que le pays continue à vivre sous insécurité. Ils ont levé des options qui ne permettent pas en fait de rassurer la population locale où elle se trouve. Cette population se sent en insécurité, d'où l'instinct humain, l'intelligence humaine, automatiquement, ils se mettent dans une posture d'autodéfense. Et d'autodéfense, c'est comme l'État est inexistant dans leur contrée, tout
part sans contrôle, sans que cela soit vérifié. Ici, il faut demander au gouvernement de se mettre réellement au travail, parce que j'ai comme l'impression que le pouvoir de Félix Tshisekedi, ils ont le temps à beaucoup festoyer, mais à très peu travailler pour des solutions aux problèmes des Congolais. Ils dilapident l'argent de l'État en mettant 70 millions de dollars au stade des martyrs, alors que les Congolais de l'autre côté ont des problèmes d'incendie, ils n'ont pas de voitures anti-incendie. Ils dilapident l'argent de l'État au lit. Ce n'est pas de la dilapidation, mais ce sont des activités qui sont programmées et qui sont planifiées. Comment on pouvait considérer ça comme une dilapidation? Écoutez, moi, Jojo, j'ai la chance de visiter les Congos, les vrais Congos, les Congos profonds. Moi, quand je parle de ce pays, je ne parle pas dans ses limites de Kinshasa. Je vous parle du Congo profond, je vous parle de Wamba, je vous parle d'Ilolo, je vous parle de vrai Congo. Oui. Là où je suis allé, j'ai visité, j'ai vu que les Congolais n'avaient pas de toilettes hygiéniques. Il y en a beaucoup, nous connaissons le Congo profond. Le Congo profond a des vrais problèmes, a des réels défis. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un foyer, parce que dans la plupart des cas, nous avons tendance à accepter ce que nous n'allons pas faire dans nos foyers, nous l'acceptons pour le pays. Vous êtes père de famille, votre enfant est malade, votre femme est malade, vous avez un problème de loyer à régulariser, des factures aussi à payer. Vous levez l'option de prendre $200, le seul $200 que vous gagnez, le peu que vous gagnez, de le donner aux cotisations du mariage de votre ami. Envie de faire beau, de dire que vous aviez cotisé. Êtes-vous responsable ou irresponsable? En fait, c'est ce que le pouvoir de Tshisekedi a fait avec la francophonie. Il prend 70 millions de dollars qu'il pouvait donner aux Congolais de l'eau. Parce que les Congolais aujourd'hui dans le Congo profond prennent de l'eau non potable. Et aujourd'hui, ils sont en proie des maladies. Les problèmes de l'Itourie, c'est un problème aussi de cohésion sociale. C'est les problèmes comme on a bien suivi, c'est aussi un problème de cohésion, comme je suis en train de le dire, de cohésion sociale. Le peuple entre eux ne s'entendent pas. Il y a pas une très bonne collaboration. On ne se pose jamais la question, pourquoi est-ce que le peuple ne s'attend pas? C'est quoi les problèmes? Les conflits est un conflit de terre. Ils se disputent de terre. Ici, c'est l'État qui doit intervenir pour rassurer toutes les parties. C'est là où je dis qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Des dispositifs sécuritaires seront bien renforcés, comme l'a annoncé le gouverneur. Écoutez, les conflits sont là. Les Congolais pendant ces temps meurent. Et nous sommes dans une zone sous état de siège. Allez-y comprendre qu'en réalité, c'est qui doivent faire ce travail. La sécurité, ce n'est pas de constater, c'est aussi anticiper. À quoi nous servent tout ce service d'intelligence? Ce n'est pas de suivre Rodrigue Ramazan à la télé et de noter chaque mot qu'il prononce pour attendre outrage au chef de l'État ou encore diffamation et faux bruit, comme c'est le cas de ce militant de l'envol, l'Insomeloma, qui est détenu plus de 100 jours, qui était détenu plus de 100 jours dans les locaux de l'ANER, aujourd'hui en détention irrégulière et illégale dans les prisons, à la prison centrale des Makala. L'insécurité, on ne parle que de l'insécurité liée à l'armée, à la police, liée aux forces armées. Mais l'insécurité aujourd'hui, c'est à tout le niveau. Il y a l'insécurité judiciaire, il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité à cause de l'instabilité. Bref, il y a l'absence de l'État, l'absence de gouvernance. Raison pour laquelle nous l'envol. Et les candidats présidents de la République. Vous parlez de la refondation de l'État. Nous proposons aux Congolais une alternative, une solution à ce problème. Donner ces pays entre les mains de ceux qui ont l'expérience, qui maîtrisent ces problèmes, qui connaissent l'État, en vue de conduire ces pays de main de maître et refonder les Congos, redresser ces pays, afin que les Congolais vivent en toute quiétude et en paix dans leur République, parce que Tshisekedi a largement échoué. Merci, Maître Rodrigue Ramazani. Le lait maternel est le meilleur aliment pour la croissance et le développement du nourrisson pendant les 6 premiers mois de sa naissance, d'après le programme national de la santé et de la reproduction. Cependant, nombre de femmes n'allaitent pas exclusivement leur nouveau-né pendant le premier semestre de l'accouchement. Pourquoi c'est important d'allaiter le bébé? Quels sont les dangers du non-respect de l'allaitement maternel pendant le premier semestre de leur naissance? Joint au téléphone par Rachel Mistenga, le médecin Rodrigue nous fait le point.
Ce qui est vrai, c'est qu'à la naissance, dès qu'une maman accouche, il faut que cet enfant soit alimenté. Et par rapport au fonctionnement de son organisme, ce que nous appelons par rapport à sa physiologie, l'alimentation du petit enfant, du nourrisson, est essentiellement liquide et lacté. Ça veut dire qu'il faut que ça soit les liquides et que ces liquides n'est autre que le lait. Et c'est le lait maternel. Donc c'est un aliment très capital pour l'enfant, pour sa santé, pour sa croissance. Parce que de par sa composition, on y trouve des éléments nutritifs qui correspondent à sa croissance, du moins pour les 6 premiers mois. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres facteurs qu'on y trouve qui sont très importants pour d'abord la défense de son organisme contre l'invasion microbienne. C'est pour cela que nous prenons l'alimentation de l'enfant au lait maternel au sein du moins les 6 premiers mois. Le lait de substitution ne contient pas tous les éléments, tous les facteurs de protection de l'enfant contre une invasion microbienne. C'est ce qui fait que des enfants qui n'ont pas été nourris au lait maternel, ils courent le risque d'infection, de faire par exemple des gastro-entérites, des diarrhées, tout ça. Et voilà, ça c'est le premier impact. Un autre problème, c'est sur le plan de l'aspect psycho-affectif. Parce qu'un enfant qui est nourri au lait maternel, il se crée un lien solide. Voilà, une autre manière de vous informer, c'est à travers aussi les informations de la frontière de la RDC. Place à la page internationale. Voilà, chez nos voisins en Ouganda, de sites sacrés sont menacés par l'exploitation pétrolière. Selon les témoignages de population, les compagnies pétrolières ougandaises ne reconnaissent pas l'importance de ces sites et leurs gardiens spirituels. Plus de détails dans cet élément d'Africa News. En Ouganda, dans le district de Bulihisa, il existe 32 sites sacrés où les chefs culturels se rendent pour consulter les esprits en cas de besoin au sein de la communauté. Le mode de vie de ces gardiens de Bagungu, autorisés à accomplir des rituels culturels ou à parler aux esprits, est aujourd'hui menacé par l'exploitation pétrolière dans la région d'Albertine. Selon le programme de Total, les gardiens ne sont pas là pour être aidés ou considérés de quelque manière que ce soit. Seules les personnes qui disent qu'elles possèdent une terre sont les personnes qui font partie de leur programme. En ce qui nous concerne, nous n'en faisons pas partie et nous ne nous attendons pas à recevoir quoi que ce soit de leur part. Les compagnies pétrolières ougandaises ne reconnaissant pas l'importance de ces gardiens en tant que chefs de sites sacrés, l'importance spirituelle de la zone au bord du lac Albert a été négligée et l'endroit est devenu le centre des efforts controversés visant à faire de l'Ouganda un producteur de pétrole d'ici la fin de la décennie. Ce sont des gens qui ne connaissent pas l'impact potentiel de l'industrie pétrolière et gazière. S'ils l'avaient su plus tôt, ils auraient peut-être pu développer leurs moyens locaux de préservation de l'environnement en général, y compris la protection de leurs sites sacrés. Cette région isolée, proche de la frontière congolaise, dans laquelle des quantités commercialement viables de pétrole ont été découvertes en 2006, abrite moins de 100 000 membres de l'ethnie Bagungu, connus pour leurs fortes croyances traditionnelles. Les compagnies pétrolières pensent qu'elles peuvent tout payer, y compris les sites naturels sacrés, bien que certains gardiens aient catégoriquement déclaré qu'on ne peut pas déplacer, transférer un site menacé d'un endroit à un autre. Nous pensons qu'il devrait y avoir des discussions constantes, un dialogue constant entre les promoteurs pétroliers, les anciens et les gardiens des sites naturels menacés, afin qu'ils leur expliquent l'importance et la signification de ces sites naturels menacés pour eux, pour leur culture, pour leur clan et pour leur vie. Les sites naturels sacrés restent en grande partie intacts, mais leur territoire a été empiété à mesure que Total Energy acquiert de plus en plus de terres.
Selon Bloomberg, le Kenya prévoit d'entamer les travaux de construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant son port de Lamu, situé sur l'océan Indien, à l'Éthiopie et au Soudan du Sud en 2025. Le projet devrait contribuer à réduire la dépendance de l'Éthiopie à l'égard de ports situés en Érythrée et à Djibouti, mais aussi offrir à Juba une alternative à Port-Soudan. Suivez cet élément. Le coût de ces projets de ligne ferroviaire est estimé à 13,8 milliards de dollars américains. Et cette ligne ferroviaire fait partie du corridor de transport Lamu, poste Sud-Soudan, Éthiopie, un projet d'infrastructure de grande envergure qui prévoit de relier les trois pays par une voie ferrée, une autoroute, un oléoduc, un câble de fibre optique et une centrale électrique. Le chemin de fer qui s'étendra à terme sur une longueur de 3000 km devrait relier le port de Lamu à la ville kenyane d'Isiolo, où il se divisera en 3 segments vers Addis Abeba, Juba et Nairobi. Avec un taux de rentabilité interne supérieure à 12%, la ligne ferroviaire est jugée viable selon les autorités kenyanes, indiquant que le Kenya est en train de mobiliser 9 millions de dollars américains auprès du fonds dédié aux infrastructures de l'Union africaine pour financer des études de faisabilité et d'ingénierie détaillée. Conçu en 1972, soit 9 ans après l'indépendance du Kenya, le corridor de transport est longtemps resté au placard en raison notamment du manque d'intérêt des investisseurs étrangers. En 2008, les projets a été remis à l'ordre du jour par le président Kibaki et inclut dans la vision 2030 un plan de développement à long terme visant à transformer le Kenya en une économie industrialisée. À ce jour, le Kenya a achevé 3 de 32 postes d'amarrage, port de Lamu, un aéroport et une autoroute reliant Isiolo à la ville frontalière éthiopienne de Moyale. Les corridors de transport Lamu, port Sud-Soudan, Éthiopie devraient promouvoir le Kenya en tant que plaque tournante logistique dans la région de l'Afrique de l'Est. Il contribuera ainsi également à réduire la dépendance de l'Éthiopie à l'égard des ports érythréens d'Assab et de Massawa sur la mer Rouge, ainsi que de Djibouti, tout en offrant au Soudan du Sud une alternative à Port-Soudan. Les extensions du chemin de fer vers le capitale éthiopienne et kenyane devraient être achevées en 2030, alors que la liaison avec le Soudan du Sud devrait être opérationnelle en 2040. Voilà, on tend vers la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Rodrigue Ramazani, nous tendons vers la fin de ces journaux. Quel peut être votre dernier mot? Surtout que la République démocratique du Congo aujourd'hui évolue dans un contexte de guerre et d'insécurité. Quel peut être votre message de paix et de cohésion? Mon message au peuple congolais, c'est de demander à cette population d'être exigeant vis-à-vis des gouvernants. Tous ceux qui ont la charge publique, le peuple doit cesser d'être complaisant. Parce qu'il s'agit de l'avenir de toute une nation. Notre pays bat de l'aile. Alors que, aujourd'hui, nous disons que nous sommes agressés à cause de nos minerais. Demain, le Congo sera en proie de guerre vis-à-vis de l'eau, la guerre des eaux qui s'annonce, la guerre de l'espace aussi. Parce que beaucoup de pays aujourd'hui n'ont plus d'espace, ils sont à la conquête de l'espace. Donc si on n'y prend pas garde, nous ne faisons pas beaucoup de sérieux dans la conduite de la politique publique aujourd'hui et que la population devient exigeante en lieu d'être fanatique vis-à-vis des gouvernants, notre pays va sombrer et le Congo sera appelé à redevenir un État esclave. Mais cette fois-ci, le Congo ne sera pas colonisé par des pays européens, on sera colonisé par les pays d'Afrique. Il faut un leadership éclairé et un leadership fort, une vision claire pour nous dire exactement qu'est-ce qu'il veut, celui qui veut prendre ce pays, ceux qui veulent prendre ce pays, qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce pays dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Et derrière ça, il y a un peuple exigeant qui exige pas d'explication que de résultats. Merci, Maître Rodrigue Ramazani. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Envol. Merci d'avoir été notre invité de ce soir. Nous espérons vous revoir pour l'invitation. Très prochainement aussi avec le même plaisir. Place à présent au rappel du titre.
L'accompagnement de la communauté internationale dans la recherche de solutions à tout problème sécuritaire en RDC est vivement souhaité par le gouvernement congolais. Voilà ce qui ressort de la rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba avec une délégation de la représentation de l'ONU en République démocratique du Congo. Et puis, on a parlé de la tension sociale en Ouganda, l'exploitation pétrolière menace le site sacré. Les entreprises pétrolières ougandaises ne reconnaissent pas ces sites ni le rôle de gardien spirituel. Voilà, c'est tout pour ces journaux. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV et à la prochaine.